Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans ce webinaire sur l'analyse sémantique et émotionnelle de la voix de vos clients. Alors, on sera deux pour animer cette session. Donc, Astrid, que vous devez voir en Bonjour à toutes caméra. et tous. Voilà. Donc Astrid, tu travailles chez Floa et on va co-présenter ensemble avec donc moi, Grégoire, qui suis l'un des deux cofondateurs de Kémotion. Et puis en support, on aura Sébastien, qui sera notamment en charge de récupérer toutes vos questions dans le chat. Alors, en attendant les derniers arrivants, quelques infos et règles pratiques pour le bon déroulé de l'événement. On prévoit à peu près 40 minutes de présentation et de démo pour ensuite, plutôt à la fin, répondre à vos questions. Donc, veillez à bien couper vos micros pendant la présentation pour bien nous entendre, qu'il n'y ait pas de bruit. Mais par contre, n'hésitez pas surtout à utiliser le chat vraiment tout au long de la présentation pour poser vos questions au fur et à mesure. On y répondra plutôt à la fin. Mais comme ça, on peut déjà les prévoir et les ordonner. Dernier élément, on va enregistrer en vidéo ce webinaire pour pouvoir par la suite vous diffuser le contenu. Et puis, tout dernier point, en fin de webinaire, on vous soumettra un mini formulaire pour recueillir vos impressions, car on a vraiment besoin de votre feedback pour pouvoir améliorer les contenus qu'on vous présente. Donc, merci par avance pour les quelques secondes. C'est très court que vous voudrez bien y consacrer. Alors, je vais commencer. Certains d'entre vous probablement ne connaissent pas Kémotion, donc juste quelques mots d'intro. On développe dans notre startup une solution d'analyse sémantique automatique et de reconnaissance des émotions. Donc, on a des algorithmes qui s'appuient notamment sur un très gros dictionnaire émotionnel du langage qui indexe des dizaines de millions de mots et d'expressions en multilingue. Et à ce jour, la technologie a traité à peu près plus de 10 millions de commentaires ou de verbatim. Alors, la solution est utilisée dans de multiples domaines d'activité: la banque, le crédit, l'assurance, le transport, l'hôtellerie, la restauration, le retail, le luxe, la grande conso, etc. Et notamment sur des cas d'usage autour de l'analyse des irritants ou de la détection du churn et de l'amélioration des parcours clients, donc thème principal de notre webinaire aujourd'hui, sur lequel Astrid interviendra également. Alors, vous l'avez compris, chez Kémotion, on s'intéresse donc à la linguistique et à la sémantique, mais aussi aux tonalités émotionnelles. On est convaincu qu'elles sont déterminantes dans les relations avec vos clients. Donc, on vous a mis ici quelques chiffres issus d'études variées qui vous montrent le poids d'un vécu émotionnel dans des démarches d'achat ou de souscription. Donc, vous avez par exemple 80% des décisions d'achat qui sont drivées par l'émotion. Quand vous avez une expérience émotionnelle très positive, c'est 6 fois plus d'achats, 4 fois plus de recommandations à la marque. Alors, on va aborder 3 parties. Là, la première que vous avez à l'écran, plutôt sur des éléments de cadrage et de méthode, sur l'analyse sémantique et émotionnelle. Dans une deuxième partie, on aura quelques minutes de démo live de notre plateforme sur 4 écrans principaux. Et puis, je laisserai la parole à Astrid pour terminer dans une grande dernière partie. Astrid qui nous partagera donc son expérience de l'analyse de la voix du client. Avant de sauter dans le grand bain, il faut se poser la question des datas. Donc, on vous a listé ici toutes les sources pertinentes à considérer pour vos analyses. Donc, sur la base, nous, des traitements qu'on réalise depuis plusieurs années, depuis 6 ans, sur des millions de données clients. Alors, les pointillés, ça distingue simplement à droite des données plutôt publiques qui peuvent être visibles par tous, donc les avis en ligne, les commentaires sur les réseaux sociaux. Et puis à gauche, vous avez les données qui vont plutôt être issues de vos canaux de relations, donc qui sont plutôt privés. Alors, toutes ces sources sont intéressantes et peuvent vous permettre de traiter en fait des cas d'usage qui peuvent être un peu différents. Par exemple, si vous voulez analyser la globalité, l'ensemble de vos parcours clients, vous allez peut-être plutôt privilégier des verbatims d'enquête ou des avis en ligne qui sont assez génériques, voilà. Mais si vous voulez analyser des étapes plus spécifiques ou des moments de vie particuliers, ça peut être plutôt le chat ou des formulaires de réclamation à privilégier. Alors, on a vu, donc
l'ensemble de ces datas, mais nous, on observe depuis 12 à 18 mois une tendance assez forte sur une source qui émerge beaucoup, qui augmente beaucoup en termes de demande d'analyse, de considération. Ce sont les données conversationnelles, donc le chat, mais notamment les canaux type WhatsApp ou Messenger, voilà, qui sont de plus en plus utilisés. Alors, je vais vous poser une petite question, vous pouvez mettre un pouce dans le chat. Qui d'entre vous utilise et surtout aurait déjà analysé en fait ce type de data-là, le chat ou des canaux type WhatsApp ou Messenger? Alors, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans le chat pour indiquer si c'est le cas. Voilà, je vous laisse 5 secondes. Donc, moi, je vois pas le chat. On verra à la fin si vous êtes nombreux. Alors ensuite, on a vu les données, mais pourquoi utiliser un outil d'analyse automatique? On a essayé de vous lister ici les principaux bénéfices qu'on observe chez nos utilisateurs quand ils utilisent un outil d'analyse automatique. Alors, tout d'abord, le principal bénéfice, c'est la possibilité de traiter vraiment 100% des données, donc l'intégralité des datas, pas juste un échantillon, mais vraiment la totalité, donc pour avoir une vue exhaustive et quantifiée. Ensuite, les traitements que réalise un outil automatique, ça peut s'exécuter très rapidement en quelques secondes, et donc c'est un accès instantané aux résultats, et ça peut représenter des gains de temps significatifs si vous avez soit beaucoup de données, soit si les données sont complexes. Voilà. Troisième bénéfice, contrairement à l'humain, la machine, elle va tasser toujours avec la même rigueur et la même objectivité. Donc ça peut être un moyen d'éviter des biais, notamment humains, d'interprétation. Ensuite, point important, avec un minimum d'entraînement sur votre domaine d'activité, il faut que vous ayez en tête qu'un outil, ça doit pouvoir atteindre, voire dépasser des seuils de 80% de fiabilité dans les classifications. Voilà, donc si vous êtes en dessous, c'est que c'est pas le bon outil ou c'est qu'il faut améliorer ce que propose l'outil, mais c'est vraiment des seuils en fait qu'on doit pouvoir atteindre sur vos domaines avec un tout petit peu d'entraînement. Deux derniers points. Un outil, c'est aussi potentiellement un niveau de profondeur et de détail assez précis sur des sujets thématiques et donc notamment sur des étapes de parcours client. Et donc ça peut permettre de trouver des pistes assez précises et concrètes pour ensuite générer des plans d'action opérationnels. Et puis, dernier point, si vous voulez mettre en œuvre un projet d'analyse automatique, ayez en tête que en fait c'est pas si long. Alors ça prend pas un jour, mais c'est pas des mois ou des années non plus. C'est en moyenne à peu près un mois entre la réception des données, des premiers paramétrages et puis la mise en ligne, les premiers accès. Voilà. Alors tout ça c'est résumé dans un article de blog dont on vous a mis le lien juste en dessous. Là on vient de voir deux éléments importants sur l'analyse vraiment sémantique, mais à mon sens, il manque l'atout principal pour bien comprendre la perception de vos clients, qui est de saisir, de comprendre en fait leurs ressentis et les émotions qu'ils vivent. Alors ici, vous connaissez peut-être sur la partie de gauche tous l'analyse de sentiments, qui classe soit en négatif, soit en positif avec le neutre au milieu. L'analyse dite vraiment émotionnelle, elle va un cran plus loin et elle peut vous apporter beaucoup plus. Ça doit vous permettre de pouvoir mieux repérer et bien hiérarchiser les irritants et surtout de mieux adapter les plans d'action. Alors, je vais vous prendre deux exemples. En termes de granularité que vous avez dans les registres négatifs, donc peur, tristesse, colère, dégoût, la différence entre ces différents registres, ce sont des irritants qui n'ont pas le même niveau de gravité. Voilà, selon le choix carrément dégoûté ou j'ai simplement peur. Et donc ça doit vous permettre de mieux arbitrer des chantiers ou des choix d'action. Entre quelqu'un qui est simplement triste ou déçu et quelqu'un qui exprime du dégoût, on n'a pas le même niveau d'urgence. Je prends un deuxième exemple. Si on compare les registres émotionnels, par exemple, de peur et de colère, donc toujours dans le négatif,
Les attentes des clients et donc les plans d'action derrière, ça peut pas être les mêmes. Exemple, au moment d'une souscription en ligne et de valider le panier, si vous êtes plutôt stressé, donc en mode peur, parce qu'il manque des infos, par exemple, bon, on verra un exemple avec toi, Astrid, tout à l'heure, mais voilà, l'attente, la solution, c'est de l'explication, de la pédagogie, des éléments de réassurance. Alors que si vous êtes en mode plutôt colère, vous êtes furieux parce que ça marche pas, il y a un mode technique, ou alors c'est pas le bon prix qui s'est affiché, l'attente que vous avez, elle est pas sur de la pédagogie, mais elle est sur un recontact rapide du support ou un geste commercial, par exemple. Et donc, ce sont pas les mêmes plans d'action. Alors, dans les démos que je vais vous présenter juste après, vous allez retrouver ces 3 indicateurs émotionnels donc qu'on a développés chez Kemotion, qui sont importants à bien comprendre. Donc à gauche, vous avez la température émotionnelle. On va calculer l'émotion principale exprimée dans un commentaire ou sur un ensemble de commentaires. Donc c'est comme un thermomètre, c'est très simple. Plus c'est chaud, plus c'est chaleureux. Donc ça va être des émotions positives de type joie ou surprise qui dominent. Et plus c'est froid, plus ce sont des émotions négatives qui dominent. L'un des intérêts vraiment majeurs de cet indicateur, c'est que instantanément, on va pouvoir le calculer sur tous les thèmes, sur toutes les catégories de classification, et donc permettre de visualiser en un clin d'œil qu'est-ce qui est le plus froid, qu'est-ce qui irrite le plus ou qu'est-ce qui enchante le plus vos clients. Ensuite, vous avez au milieu l'intensité émotionnelle, la notion un peu de virulence. Donc, pour une même tonalité émotionnelle, par exemple de joie, il peut y avoir des niveaux d'intensité différents. Alors ça peut être lié aux mots, au vocabulaire. Si vous dites c'est cool ou c'est magnifique, le mot lui-même contient une intensité différente, mais si vous rajoutez en plus des superlatifs, des emojis, etc., ça va encore renforcer ou atténuer l'intensité, la force émotionnelle. Et ça, c'est un indicateur intéressant parce que pour un même registre, si vous avez 2 sujets, par exemple la sécurité et l'accueil, qui sont dans un même registre émotionnel de colère, s'il y en a un qui est plus intense que l'autre, ça peut vous permettre de faire un choix en termes de priorité d'action. Et puis, derniers éléments d'indicateur, c'est la proportion des commentaires pour chaque tonalité émotionnelle. Donc, on peut calculer, visualiser ça sur chaque thème sémantique. Ça peut vous permettre de repérer, par exemple, des signaux faibles. On sait que en moyenne, dans le dégoût, sur l'ensemble des projets qu'on gère, il y a 1 à 2% grand max. Si vous dépassez ces seuils-là, c'est qu'il y a potentiellement un souci qui peut être grave, qui peut être de l'ordre d'un signal faible à surveiller. Dernier écran, avant de passer aux démos et de laisser la parole à Astrid ensuite. Concrètement, comment est-ce qu'on décortique un commentaire ou un verbatim? Donc, vous voyez en haut à droite le commentaire, la phrase. En fait, il y a 3 phrases dans ce commentaire avec 3 tonalités émotionnelles différentes. Donc, la première, la tristesse, la déception sur tout ce qui est donc le personnel incompétent, client habitation, ils m'ont fait résilier sans prévenir, etc., conseillère mal éduquée. Une deuxième phrase canon pour l'assureur qui est plutôt de l'ordre de la colère. Et puis une dernière phrase, à fuir, je vais résilier mon contrat d'habitation, qui est de l'ordre du dégoût. C'est tout ce qui est non-réachat, non-recommandation, rejet, etc. On va donc aussi pouvoir calculer l'émotion principale ou globale de ce commentaire, mais aussi donc le détail phrase à phrase. Et puis en bas, vous avez en fait toutes les thématiques qui émergent de ce simple commentaire et donc qui peuvent alimenter différentes dimensions de l'analyse de l'expérience client. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques slides intro de Méthodo. Je vais changer de partage d'écran pour vous partager maintenant quelques écrans de démo de l'outil pour vous montrer concrètement ce que ça peut donner sur 4 exemples, sur 4 écrans. Voilà. Donc j'espère que ça s'affiche bien pour vous. Là, on va être dans le domaine de l'assurance sur un exemple de parcours dans le domaine de la gestion de sinistres. Donc vous avez à l'écran en horizontal les principales étapes d'un parcours de gestion de sinistre qui s'affiche. Je déclare mon sinistre, j'ai l'intervention d'expert, j'ai éventuellement de l'assistance juridique, etc. J'ai l'étape d'indemnisation et de prise en charge, etc.
Donc, en un clin d'œil, alors oui, d'abord, toutes ces étapes, elles sont totalement personnalisables selon vos besoins, selon les besoins du projet. Et là, ce que vous pouvez voir rapidement en un clin d'œil, c'est qu'il y a des étapes plus chaudes et d'autres plus froides. Donc, par exemple, l'expertise, qui est une des plus froides, à moins 3 degrés. Si je clique sur expertise, je peux aller creuser les causes ou les éléments plus précis de cette étape. Donc déjà, là, je vois en évolution que c'est toujours assez négatif. Et si je descends, je peux découvrir en fait des sous-étapes plus précises et regarder leur niveau de froideur émotionnelle, si je puis dire. Donc, il y a l'accessibilité, les résultats d'expertise, les explications, la posture, etc. Tout ça, c'est customisable. Et là, notamment, je découvre qu'à moins 8 degrés, les explications de l'expert, c'est peut-être l'irritant majeur de cette étape d'expertise. Je prends un autre exemple sur l'étape d'indemnisation, qui est souvent une étape assez importante, assez commentée, c'est le cas ici. Là, je vois une disparité un peu plus forte entre les causes secondaires, les sous-étapes, notamment sur l'application de la franchise à moins 6 degrés, donc qui est mal comprise, mal vécue, mal ressentie par les clients, et puis l'étape de manque, d'absence de prise en charge ou d'indemnisation, donc le refus, qui est là aussi beaucoup commentée et assez froide, donc qui serait sur cette étape d'indemnisation les deux irritants prioritaires. Alors, une autre manière de rechercher des irritants et de travailler les dimensions d'expérience client, c'est de s'intéresser à un autre exemple, aux relations humaines entre les clients et vos employés, votre staff. Donc là, je prends un exemple dans le domaine de la banque. Et donc, quels sont les commentaires et les ressentis des clients à l'égard des conseillers en agence? Donc, on découvre ici les principales dimensions de ces relations humaines, donc autour de l'expertise du conseiller, de ses qualités humaines, de la personnalisation ou de la disponibilité. Alors, à ce niveau-là, tout est relativement chaleureux. On navigue entre 23 degrés sur les postes, les fonctions, et 28 degrés au maximum sur la personnalisation de la relation. Mais si je rentre un peu plus en détail en cliquant sur la disponibilité, par exemple, je vois là encore des thèmes plus précis que regroupe l'algorithme, la solution, avec là aussi des disparités, et notamment sur l'accessibilité et la joignabilité, on est seulement à 20 degrés, donc en dessous de la moyenne sur la catégorie disponibilité, et notamment le temps de réponse qui, serait l'irritant prioritaire à travailler. Donc, vous voyez, en 2 clics, vous avez pu identifier des axes prioritaires de travail si on recherche plutôt les irritants. Alors, un autre exemple encore va être la navigation au travers de votre réseau, si vous disposez d'un réseau de magasins, de boutiques, d'agences. Donc, dans notre module Place, ici, on a un mapping émotionnel qui vous représente chaque lieu physique géographiquement, qui peut regrouper un ensemble de lieux physiques. Et donc là, si par exemple je vais à Caen, 21 degrés, je clique dessus, je vais voir tous les résultats principaux de ce magasin ou de cet ensemble de lieux physiques avec l'évolution, l'accès au verbatim trié par émotion, et puis surtout, ce que je voulais vous montrer, c'est la synthèse, donc par lieu physique, par magasin, par agence, des points d'enchantement ou irritants prioritaires. Donc là, ici, vous avez par exemple des sujets liés au staff, au personnel, sur l'amabilité, l'accueil, ou à une étape de parcours qui enchante plutôt les clients, et à l'inverse, des sujets liés au site web du magasin qui irritent principalement les clients. Mais si je change de région et que je vais en Alsace, par exemple, eh bien, je vois que ces points d'enchantement ou d'irritation ne sont pas les mêmes. Et donc, vous pouvez accéder comme ça, à l'ensemble de votre réseau, sur un scope géographique qui peut être aussi international selon les données de votre projet. Et puis, dernier exemple, on a
une des dernières fonctionnalités qu'on a développées, c'est un écran qui fait remonter automatiquement les irritants en générant et en regroupant en fait donc automatiquement toutes les phrases de commentaires qui évoquent des sujets très bien ou très mal ressentis. Donc on reprend en fait des bouts de texte, des bouts de phrases brutes tels que les clients les ont écrits pour constituer des sujets, aucun vendeur dans le rayon, trop d'attente en caisse, etc., qui vont être soit irritants, soit enchanteurs, très bon conseil, très bon accueil, etc. Donc là, vous avez un accès en live, en fait, à tous ces irritants ou points d'enchantement qui sont rankés, classés par volume d'occurrence. Et vous pouvez aussi avoir la main, si vous vous dites trop d'attente aux caisses, par exemple, et je fais la queue, voire perte de temps, ben, ok, pour moi, c'est la même notion, c'est le même irritant, on peut les regrouper et les fusionner ensemble. Mais sinon, voilà, l'algo, avec l'IA derrière, va vous faire remonter en automatique. Et donc après, si vous actualisez quotidiennement, de façon hebdo-mensuelle, les données du projet, eh bien, vous verrez apparaître en live automatiquement d'éventuels nouveaux sujets. Voilà, j'en ai fini pour ces deux premières parties. Vous partagez donc des différents éléments sur du cadrage de la méthode et des exemples. Et je vais revenir à la présentation pour te laisser la parole maintenant, Astrid, afin que tu puisses nous partager ton retour d'expérience, pardon, sur l'analyse de la voix du client chez Floa. Je te laisse la parole. Merci Grégoire. Bonjour à toutes et tous. Donc, comme précisé par Grégoire en préambule, j'en charge d'animer le programme Voix Client au sein de Floa depuis maintenant 5 ans. Et nous faisons appel donc justement à la solution QEmotion depuis 3 ans maintenant. Rapidement, pour vous présenter le secteur d'activité de Floa Bank, Grégoire, si tu veux bien afficher le slide. Voilà, rapidement pour vous présenter notre organisation. Donc, nous évoluons nous dans le secteur des sociétés financières. Nous sommes considérés comme une banque digitale avec 2 grosses activités. Une activité crédit à la consommation avec donc tout ce qui est souscription de prêts, de cartes de crédit et un volet facilité de paiement, solution de paiement, tout ce qui est paiement en plusieurs fois, Buy Now, Pay Later, les produits BNPL, avec les produits donc qui sont souscrits via FloaPay. Voilà, donc 2 activités au niveau de notre banque, qui est à 98% au niveau de nos parcours de souscription digitale. Tout se fait donc via All Device sur nos sites. Donc les souscriptions, il n'y a pas de souscription en magasin, en physique ou en agence, comme peuvent l'être des banques traditionnelles. Et justement, notre service client est également multicanal et va se concentrer en fait sur tous nos contacts digitaux par le biais de services tels que les bots, les chats, via les messageries instantanées également. Donc le but est d'accompagner en fait le client sur tout son parcours, de la souscription à la phase de gestion de son compte, voire même au recouvrement, par des moyens technologiques donc à distance. Donc par rapport justement à cette organisation qui paraît éloignée du client, nous, notre volonté avec le programme Voix Client, ça a été de collecter en fait sur toutes nos CX, que ce soit en parcours de souscription, que ce soit en parcours de gestion, que ce soit en parcours de recouvrement, vraiment de collecter à 360 notre couverture NPS sur tous nos périmètres d'activité, via différents moyens. Alors tout d'abord, les enquêtes de satisfaction, bien entendu. Sur 2022, nous avons envoyé près de 200 000 enquêtes de satisfaction clients sur à peu près une vingtaine de parcours. Nous avons également extrait tous les mails de gestion de nos clients via des mails de gestion de compte, de suivi de dossier via notre service octroi, également des mails réclamations. Également donc les messages que nos clients nous ont laissés via notre messagerie sécurisée, leur banque en ligne.
Nous avons également extrait tous les chats, donc tout ce qui provient de conversations sur les messageries instantanées. Grégoire en parlait en préambule, WhatsApp, Messenger, prennent de plus en plus de volume dans nos interactions avec nos clients, puisque nous essayons de coller également au quotidien de nos clients qui ont le profil pour utiliser ce genre de moyens d'entrer en contact. Nous avons extrait également les avis laissés sur les sites d'avis, comme peut être Trustpilot, Custplace, Avis Vérifié et Google My Business. Donc voilà, avec toutes ces datas, ça représentait quand même un certain nombre, et en l'occurrence un certain nombre de commentaires clients. Donc il nous fallait absolument nous équiper d'une solution d'analyse sémantique, parce que manuellement, la mission était carrément impossible, puisqu'encore une fois, notre but était, via le NPS dans un premier temps en termes de mesure, mais d'aller derrière le NPS, plutôt que de se satisfaire d'un score, quelque part de Net Promoter Score, nous voulions précisément connaître les points d'enchantement et les points d'irritance sur l'ensemble de ces parcours. Donc l'outil d'analyse sémantique était un de nos prérequis quant à la mise en place du programme VOC. Et en cherchant, nous avons trouvé QEmotion qui amenait vraiment la cerise sur le gâteau, qui était la température émotionnelle, l'émotion qu'avait ressenti le client quand il avait laissé ce commentaire. Donc pour nous, c'était très important, puisqu'il fallait, sur cette démarche, aller au-delà du volume client et du volume de data que l'on pouvait intégrer dans la plateforme. Je m'explique, Grégoire vous a identifié tout à l'heure les différentes émotions ressenties, d'accord, avec donc différentes possibilités d'injection de sources de data. Donc on peut avoir un irritant avec un volume qui est très conséquent, qui est classifié par exemple en colère, mais on a pu s'apercevoir que nous avions des irritants qui étaient certes à moindre volume, mais pour autant qui étaient classés en dégoût. Nous avons dû mettre en place 2 axes de travail, à la fois travailler sur les irritants en volume et travailler également les irritants au niveau de la température émotionnelle, au niveau de l'émotion ressentie par le client. Alors, cette phase d'intégration s'est faite de plusieurs manières. Dans un premier temps, on a intégré manuellement les données dans la plateforme, et maintenant, comme nous collaborons avec QEmotion de manière beaucoup plus poussée, nous avons intégré donc les dernières sources par API. Voilà, donc ce qui facilite grandement les injections de données dans la plateforme. Rapidement, pour vous donner une vision en fait sous forme de customer journey émotionnelle, très, très simplifié. Il a fallu, dans la phase de setup, identifier au préalable les thématiques que nous voulions identifier via la plateforme. Donc, il y a eu tout un travail avec QEmotion pour intégrer ces thématiques dans la solution, pour savoir, moi, en tant que Floa, qu'est-ce que je voulais identifier sur mon parcours d'acquisition et mon parcours back-office. Donc là, vous avez la vision en fait de notre parcours acquisition de l'année dernière, avec les différentes thématiques que nous avons décidé de mettre en place et nous avons décidé de suivre au sein de la plateforme, donc qui sont identifiés donc sur ce serpent. Et vous voyez donc les bullet points qui sont plus ou moins gros et qui représentent donc les thématiques, en fait, les différentes étapes qui sont soit des points d'enchantement, soit à contrario des points d'irritant très forts. Donc cette cartographie, en fait, cette vision des déclencheurs émotionnels sur le parcours client nous a permis de prioriser les actions, puisque moi, mon travail également, c'est d'élaborer une cartographie des irritants que je poste à chaque business unit, à chaque service de Floa Bank, pour pouvoir ensuite enclencher des plans d'action pour, bien entendu, résoudre ces irritants. Et à titre d'exemple, on vous en a choisi 3, qui est la phase de saisie d'identité lors du parcours de souscription digitale, qui est également l'étape de paiement et prélèvement avec la prise de caution sur la carte Cdiscount, et qui est également le 3e cas d'usage, qui est le suivi de dossier quand le dossier de nos clients est en phase d'octroi, est en phase d'étude. Grégoire, est-ce que tu peux... Voilà. Donc sur les plans d'action communiqués à chaque entité, ça se fait par le biais d'un fichier Excel, tout simplement, où nous reprenons les thématiques et nous décrivons l'irritant
qui a été identifié donc sur le parcours. Donc pour reprendre les trois cas d'usage que je viens de citer, par exemple le champ identité, comme notre parcours de souscription est digital, nous avions une étape de téléchargement de pièces justificatives qui se fait juste après la signature électronique du client. Et cette étape de téléchargement était très mal vécue par nos clients parce que les formats étaient souvent rejetés, le client devait s'y reprendre à 4, 5, 6, voire même 10 fois avant que sa pièce soit peut-être acceptée par le système. Donc ça énervait beaucoup le client, surtout que nos parcours de souscription en amont sont très très fluides, sont très rapides. Donc nous arrivions à l'étape en fait de souscription finale. Je fais le parallèle avec ce que disait Grégoire tout à l'heure, quand le client est sur le point de faire son achat, il y a quand même une émotion de stress, de peur, d'angoisse, et nous ne faisions que rajouter à ce sentiment de stress en faisant que la pièce d'identité du client n'était pas acceptée. Donc il y a eu toute une phase en fait de refonte de l'étape d'upload de justificatif avec notre prestataire. Et l'objectif étant bien sûr d'améliorer l'UX sur cette étape. Et nous avons refondu donc l'étape d'upload de pièces justificatives lors du T3 de l'année dernière. Au niveau de la thématique paiement et prélèvement, c'était l'étape en fait de prise de caution de la carte Cdiscount, puisque la carte Cdiscount, nous proposons une offre promotionnelle lors de l'établissement de cette carte, mais par sécurité et pour des raisons de fraude, nous faisons un appel d'autorisation sur le compte bancaire du client du montant total de l'achat qui ne tient pas compte de l'offre promotionnelle. Et beaucoup de clients pensaient que nous prélevions la totalité de l'achat instantanément. Donc, ce qui provoquait beaucoup de dégoût, beaucoup de colère, encore une fois, au niveau de nos parcours. Donc nous avons refondu toute la communication. Nous avons fait en sorte qu'à chaque étape en fait de souscription, une pop-up explicative et informative donnait les éclairages suffisants aux clients pour ne pas tenir compte de cet appel autorisation. Et ça a été mis en place lors du T2 de l'année dernière. Et le troisième cas d'usage est le suivi de dossier, donc l'étape d'étude de dossier, où une fois la souscription effectuée, une fois la signature effectuée et une fois les pièces justificatives téléchargées, le client se retrouvait complètement dans le flou, ne savait pas ce qu'il advenait de la réponse définitive. Donc nous avons décidé de mettre en place un espace suivi de la demande où le client pouvait se connecter à tout moment pour pouvoir suivre l'évolution pas à pas de son dossier. Ce qu'il a pu ressortir au niveau de la cartographie des irritants communiqués aux différents périmètres concernés, 75% de nos irritants sont de la communication, sont du manque d'informations délivrées aux clients. Donc nos efforts se sont beaucoup axés sur la refonte de nos foires aux questions, la refonte de nos communications, puisqu'on part avec des idées reçues. On pense que nos parcours ou nos communications sont tout à fait claires, mais quand on est baigné en fait dans nos secteurs d'activité, on oublie de se mettre à la place du client. Et la plateforme justement nous permet de remettre en perspective ces différents besoins et ces différentes attentes. Sur ces trois items particulièrement, au niveau de la plateforme, donc là on vous a mis les cas d'usage avant et après, donc avant la mise en place des différents plans d'action. Et on peut noter, bien évidemment, et heureusement d'ailleurs, qu'on a eu une évolution de la température émotionnelle de 1 degré concernant le téléchargement des pièces justificatives, de 4 degrés concernant la caution et de 3% concernant le suivi de dossier. Alors il est vrai qu'1 degré peut paraître très faible d'un point de vue évolution, mais Grégoire peut en dire plus, ou Mathieu peut-être, concernant cette évolution de température. Gagner 1 degré sur une température émotionnelle, c'est de gros efforts qui ont été mis en place. Oui, c'est très significatif par rapport à la manière dont on a construit l'indicateur. Pour vous comparer ça avec peut-être des choses que vous connaissez, un degré de plus ou de moins, c'est presque une dizaine de points de NPS. Si vous notez sur 5 la satisfaction, 0,1 à 0,2 points de plus, on note de ça. Voilà, c'est de cet ordre-là en fait en termes d'effort.
et de niveau de progression ou de baisse. Alors nous avons pu voir de la même manière des irritants qui étaient classifiés en dégoût, qui sont passés, qui ont évolué en termes de température, comme la phase de résiliation. Je pense que c'est le nerf de la guerre. Je pense que déjà on n'est pas sur un parcours qui enchante spécifiquement le client déjà à la base, mais quand en plus le parcours de résiliation est justement le parcours du combattant, eh bien ça nous a permis d'apporter des évolutions d'informations, voilà, de renseignements donnés au client sur le mode opératoire à effectuer pour que sa carte ou son compte soit résilié, ce qui nous a permis de faire passer cette thématique de la dégoût à la colère et des fois à la tristesse, voilà, sur certains mois. Merci beaucoup, Astrid. Je pense qu'on a fait le tour de ce que tu voulais partager. On peut passer maintenant, si vous voulez bien, aux questions et réponses. Il y en a peut-être dans le chat déjà. Est-ce que, Sébastien, tu peux nous en faire part? Et puis, si certains d'entre vous veulent poser des questions, même de vive voix, n'hésitez pas. Ce sera avec plaisir. Vous ouvrez votre micro, il n'y a pas de problème. Tout à fait, tout à fait. Alors, il y a Mathieu qui a déjà répondu à quelques questions dans le chat. J'en ai noté une, par contre, de Mathieu, donc qui était justement sur quel volume, en fait, de verbatim à analyser minimum vous recommanderiez pour mettre en place un projet d'analyse sémantique. Alors, en fait, on avait tendance à répondre à cette question effectivement uniquement sur la base du volume de verbatim, de commentaires. Il en faut sans doute peut-être quelques dizaines, quelques centaines. Tout dépend après de la profondeur d'analyse, mais on se rend compte de plus en plus aussi que ça dépend de vos données et de la richesse de chaque commentaire et chaque verbatim. Dans l'exemple que je vous ai montré dans la présentation, il y avait 3 phrases, ça faisait quelques lignes, et de ce simple commentaire, on pouvait faire émerger presque une dizaine de thématiques différentes. Donc c'est comme si vous aviez, le client vous a laissé en fait un avis sur 10 thèmes différents. Donc si vous avez des commentaires qui sont un peu fournis, même des petits volumes, des volumes plus limités peuvent être intéressants à analyser. Quelques dizaines de commentaires simplement, ça peut faire sens. Voilà. Après, dans le cas de certains projets, ça peut être un peu le grand écart. Voilà, les petits projets, ça va être quelques centaines, quelques milliers de commentaires sur un projet ou une année, et puis ça peut être des centaines de milliers ou des millions comme avec lui. Super. On vient d'avoir également une question de Sébastien. Donc, c'est une question concernant la valeur de l'indice émotionnel comparé à un score de sentiment. Donc, si par exemple, on prend un score de sentiment qui va de 0 à 100, donc pas uniquement positif, négatif, neutre, en quoi l'indice émotionnel apporte un plus par rapport à ce score-ci? Alors, la température émotionnelle, c'est pas seulement un chiffre, c'est en fait aussi des émotions dominantes par rapport à des niveaux de chiffres. Donc, si vous avez une température qui est, par exemple, de l'ordre de moins 15 à moins 20 degrés, extrêmement froide, ça va aussi signifier qu'on est principalement dans du dégoût. Et en remontant, on va avoir comme ça, en fait, tous les registres émotionnels qui sont dominants par palier en fait de chiffres. Donc au-delà en fait du score, ça vous permet aussi de vous dire, là je passe dans une majorité, par exemple d'émotions positives, joyeuses, mais plutôt dans le registre de surprise ou de joie ou en négatif. Voilà, je suis plutôt majoritairement dans de la peur, etc. Donc c'est des éléments peut-être un peu plus fins, un peu plus précis. Voilà, par rapport à un score de sentiment, c'est construit en fait aussi avec les différentes tonalités émotionnelles. C'est ça que je voulais dire. Et donc on peut le retrouver dans la température.
Top. Une autre question de Arnaud. Donc, comment peut-on faire la différence entre la demande du client, par exemple, j'ai besoin d'une attestation, et les suggestions, donc par exemple, d'être injoignable par téléphone, quand on va analyser un mail ou un contact chat client? C'est-à-dire, est-ce que si le client nous suggère une piste d'amélioration, comment on va le différencier d'une vraie demande du client? Alors là, on est dans le cas de figure, si je comprends bien, plutôt oui, d'un mail. C'est pas des questions avec des réponses. Non. Ça s'analyse en fonction de la syntaxe aussi, de la sémantique et de la syntaxe et des tournures de phrases. Je sais pas là-dessus, Mathieu, si tu as des exemples en tête, éventuellement sur ce type de distinction. Ouais, on peut spécifier dans les modèles, en fait. Tout dépend si on a prévu les cas en amont ou pas. Et si on les a bien prévus, on peut très bien spécifier dans les différents modèles la recherche d'intention et le niveau de suggestion. Donc, on va avoir des marqueurs différents dans le propos si on se situe sur des suggestions ou sur une demande d'action, une intention client. Donc ça fait partie en fait, de la manière d'analyser les données dans le modèle de classification. Super. Une autre question de Mathieu également sur le modèle tarifaire, en fait, comment ça fonctionne, forfait, licence, volume. Ouais, c'est très simple. Il y a des coûts de mise en place, donc ponctuels ou une fois par an, donc liés au paramétrage. Et ensuite, il y a des coûts variables liés principalement au volume de données traitées. Voilà, traiter 1000 données, 100 000 ou 1 million, ça n'a pas le même coût. Donc c'est une licence qui prend en compte des volumes, des paliers de volume. Voilà. Pour répondre simplement et après pour pour des chiffrages plus précis, c'est lié donc à la volumétrie. Et puis après il peut y avoir aussi des coûts d'accompagnement, de formation ou de conseil. Alors, une question de Nicole, oui, pour le replay, le webinaire est enregistré, vous recevrez le lien dès qu'il sera disponible. Vous inquiétez pas pour ça, il n'y a pas de problème. Une autre question de Mathieu, c'est sur est-ce qu'on a éventuellement des projets de speech to text ou pas? On utilise, on analyse, on peut tout à fait analyser des appels retranscrits. En fait, il existe beaucoup d'outils qui font du speech to text et qui le font très bien. Donc, on va pas nous redévelopper ces technos-là. Et donc, soit vous les clients, ou alors on utilise pour vous un outil qui fait du speech to text pour pouvoir ensuite traiter. Oui, on le fait dans un certain nombre de projets. Voilà, sans souci. Il faut effectivement que la retranscription en fait soit bien faite. Enfin, il y a quelques règles à valider pour que ça puisse bien fonctionner. Et ça peut tout à fait s'intégrer. Voilà, et je sais pas. Oui, il y avait d'autres questions qui ont été répondues dans le chat, mais peut-être pour les partager. Tout à fait, il y a Mathieu qui a répondu à quelques questions déjà préalables. Il y avait des questions notamment sur les langues analysées. Est-ce que la plateforme fonctionne pour plusieurs langues ou uniquement français, anglais? Oui, donc ça fonctionne en tant que langue. L'interface peut être disponible dans 4 langues, français, anglais, allemand, espagnol. Mais après, la plateforme peut traiter jusqu'à 30 langues, voilà, dont des langues asiatiques. Par exemple, toutes les langues européennes, l'arabe, etc. Une question de Marie à l'instant. Oui. Est-ce qu'il est possible de fournir à nos clients du coup des benchmarks par secteur, État, pour savoir où est-ce qu'en fait on peut se situer par rapport à d'autres acteurs? Alors, oui et non. On peut fournir des benchmarks à partir du moment de la donnée sur laquelle on
peut calculer cela. Donc, on peut utiliser de la donnée publique pour produire tous les benchmarks qu'on veut. Donc, si dans votre domaine d'activité, il existe des avis disponibles en ligne, hein, j'ai évoqué les commentaires sur les réseaux sociaux, les avis sur les plateformes. Astrid en a parlé, des plateformes comme Trustpilot, Avis Vérifié, Cuspace, etc., où on peut facilement collecter des avis. Donc, ça peut être des sources qu'on peut utiliser, y compris donc, pour tous vos concurrents, confrères. Donc on le fait dans le cas de certains projets. Sinon, si on veut comparer des données de canaux plutôt privés, type enquête, chat, etc., ça nécessite qu'on ait en fait d'autres entreprises du même secteur et qu'on calcule simplement une moyenne, donc ce qui peut se faire dans certains domaines d'activité dans lesquels on a beaucoup de projets, dans les domaines financiers, d'assurance, de banque, par exemple, dans les domaines touristiques ou du transport. On a un certain nombre de domaines où ça peut être le cas, mais pas partout. Voilà. Vous voyez aussi des questions sur la récupération des données. Astrid en a un petit peu parlé. Dans le cas des projets avec elle, au début, c'était des envois de fichiers avec des extractions, des envois trimestriels ou à certains moments de l'année. Et puis, progressivement, on a mis en place des systèmes d'échange automatique de données, qui sont encore en train de se mettre en place avec Floa, par exemple. Donc, ça peut se faire. Alors, certains projets, on le fait dès le début, notamment quand on va collecter des données publiques. Et sinon, ça se fait à partir du moment où il y a la volonté aussi d'analyser du flux, ou alors s'il y a une périodicité assez régulière, ça fait sens, et donc on peut le mettre en place plus ou moins rapidement en fonction des projets. Super, je crois qu'on a fait le tour des questions. Je vous ai partagé du coup dans le chat également le lien du questionnaire. Si vous pouvez prendre une toute petite minute pour y répondre, c'est très rapide, il y a 3 questions. Ce serait super. Vous recevrez également le lien par email d'ici une petite quinzaine de minutes. Voilà. Je ne sais pas si tu as autre chose à rajouter, Grégoire, Astrid. Moi, je voulais remercier chaleureusement Astrid pour ta participation. T'en prie. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents à cet échange en tout cas. Merci beaucoup Astrid. On se revoit très vite et puis merci à tous d'avoir participé. On espère que ça vous aura intéressé et n'hésitez pas à nous le dire dans le questionnaire comment aussi on peut s'améliorer. Voilà, s'il y a des sujets qu'on n'aurait pas abordés, que vous auriez voulu qu'on aborde, nous ou Astrid, de manière générale. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Bon appétit aussi. Ça va être bientôt. Merci. Merci à vous. Merci à tous. Au revoir. Merci.